Mon père a regardé ma fille de 9 ans droit dans les yeux et lui a dit « Mange ça ou crève de faim », tout en désignant une assiette en carton remplie de pâté pour chien. 8 membres de la famille sont restés figés à cette table de dîner d'anniversaire. Personne n'a dit un mot. Personne n'a bougé. Ils ont continué à couper leur steak et à siroter leur vin comme si de rien n'était. Je m'appelle Rachel Winters et je m'apprête à vous raconter comment mes parents, très aisés, ont tenté de briser l'esprit de ma fille le jour de son 9e anniversaire. Ils pensaient que leur argent les rendait intouchables. Ils pensaient que j'allais simplement accepter, comme je l'avais toujours fait. Mais ce qui s'est produit lorsque le jury a vu cette même assiette de pâté pour chien 6 mois plus tard a fait perdre à mes parents tout ce qu'ils croyaient que l'argent pouvait protéger. Ma fille, Mia, était la victime. Une adorable et brillante petite fille qui voulait juste que ses grands-parents l'aiment. Elle avait passé des semaines à raconter à ses amis le dîner d'anniversaire chic au manoir de mamie et papy. Elle avait pratiqué ses manières à table tous les soirs dans notre cuisine, tenant correctement sa fourchette, se tenant droite, car elle voulait qu'il soit fier. Mes parents, George et Patricia Winters, vivaient dans un monde où votre compte en banque déterminait votre valeur en tant qu'être humain. Papa avait bâti sa fortune dans l'immobilier commercial, achetant des propriétés et les revendant pour des millions. Maman passait ses journées au club de golf à organiser des galas de charité, où elle signait de gros chèques devant les caméras. Pour le reste du monde, ils étaient des piliers de la communauté. Pour moi, c'étaient les personnes qui m'avaient dit que je ne valais rien pour avoir épousé un mécanicien. Pour Mia, c'étaient les grands-parents qui reconnaissaient à peine son existence. Cette soirée a commencé comme toutes les autres réunions de famille dans leur propriété. Mon oncle Denny était là avec sa femme, Lorraine, et leurs 2 enfants. Ma grand-tante Dorothy était venue en voiture de Phoenix. La salle à manger ressemblait à une photo de magazine, avec des verres en cristal captant la lumière du lustre et des roses fraîches dans des vases en argent. Mais tandis que tout le monde se faisait servir du filet mignon sur de la porcelaine fine, ma petite fille a reçu des morceaux de pâté pour chien humide déversés sur une assiette en carton. « C'est une blague ?» ai-je demandé, ma voix tremblante tandis que je fixais ce repas grotesque devant ma fille. « La seule blague, » a dit mon père, s'appuyant en arrière dans son fauteuil en cuir, c'est que tu penses pouvoir élever un enfant avec le salaire d'une employée de commerce. Voilà ce qui l'attend si tu ne remets pas ta vie en ordre. Ma mère a hoché la tête, son collier de perles brillant à la lumière. Nous faisons cela par amour, Rachel. Parfois, les enfants ont besoin de leçons dures. Elle a 9 ans, j'ai voulu crier, mais j'ai gardé ma voix stable. Il le fallait. Mia me regardait avec ses grands yeux marrons, essayant de comprendre pourquoi papy était si méchant. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait ?» a-t-elle murmuré, sa lèvre inférieure tremblant. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas de donner une leçon à qui que ce soit. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait de cruauté. Et c'était la dernière fois qu'il ferait sentir à ma fille qu'elle n'était rien. Je n'ai pas jeté l'assiette. Je n'ai pas fait de scène. J'ai ramassé cette assiette en carton de pâté pour chien, j'ai pris la main de ma fille et je suis sortie de ce manoir avec une preuve qui allait les détruire. Ils pensaient avoir gagné quand nous sommes partis calmement. Ils n'avaient aucune idée que leur arrogance venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour protéger Mia pour toujours. Voyez-vous, les gens riches comme mes parents pensent que les conséquences ne s'appliquent pas à eux. Ils pensent pouvoir faire n'importe quoi à n'importe qui et que leur argent fera disparaître le problème. Mais ils ont oublié une chose cruciale cette nuit-là. Ils ont oublié que l'amour d'une mère est plus puissant que tous leurs millions. Ils ont oublié que lorsque vous blessez un enfant devant des témoins, lorsque vous servez de la pâté pour chien à une petite fille le jour de son anniversaire pendant que 8 adultes regardent, vous créez une preuve qu'aucune somme d'argent ne peut faire disparaître. Ce qu'ils ont fait cette nuit-là n'était pas seulement cruel. Selon mon avocat, Harold Quinton, c'était un abus émotionnel légalement répréhensible. Et cette assiette en carton de pâté pour chien est devenue la pièce à conviction dans une affaire qui allait les dépouiller de tout ce qu'ils valorisaient le plus, leur réputation, leur statut social et leur conviction qu'ils étaient intouchables. C'est l'histoire de la façon dont mes parents ont appris que l'argent ne peut pas acheter le droit de détruire l'innocence d'un enfant. C'est l'histoire de la façon dont 8 témoins qui sont restés silencieux cette nuit-là ont finalement trouvé leur voix dans une salle d'audience.
Et c'est l'histoire de la façon dont une fillette de 9 ans nommée Mia a enseigné à un jury entier que la dignité n'est pas déterminée par votre compte en banque, mais par la façon dont vous traitez les plus vulnérables d'entre nous. Le dîner était censé être une célébration. Au lieu de cela, c'est devenu la nuit où mes parents ont signé leur propre arrêt de mort sociale avec une boîte de pâté pour chiens et une assiette en carton. Il y a 3 ans, mon mari, Paul, est mort lorsqu'un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté son camion alors qu'il rentrait de son garage automobile. Un instant, j'étais en train de mettre la table pour le dîner. L'instant d'après, j'identifiais son corps à la morgue. Mia n'avait que 6 ans. Elle n'arrêtait pas de demander quand papa allait rentrer, et j'ai dû trouver des moyens d'expliquer que cela n'arriverait jamais. C'est là que j'ai appris ce que signifie réellement être seule. Être une mère célibataire essayant de tout maintenir ensemble pendant que votre cœur est brisé en 1000 morceaux. Je travaille comme gérante chez Target 45 heures par semaine, parfois plus pendant les vacances. Ce n'est pas glamour, mais cela paie les factures et nous permet d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres à Riverside Heights, un quartier décent avec de bonnes écoles et un parc où Mia joue au football le week-end. Les murs sont minces et la moquette est vieille, mais nous en avons fait notre foyer. Les dessins de Mia couvrent le réfrigérateur, et nous faisons des soirées cinéma tous les vendredis sur notre canapé d'occasion, partageant un bol de pop-corn et riant devant des films Disney. Mes parents n'ont jamais approuvé Paul. C'était un mécanicien issu d'une famille ouvrière de l'Ohio. Il n'avait pas de diplôme universitaire, pas de fonds fiduciaires, ni aucune des choses que, selon eux, leur fille aurait dû épouser. Mais Paul avait quelque chose de plus précieux que l'argent. Il avait la gentillesse. Il avait l'intégrité. Il se levait à l'aube pour aider gratuitement un voisin à réparer sa voiture. Il a appris à Mia à faire du vélo et à vérifier l'huile d'une voiture. Il lui a appris qu'on ne devrait jamais avoir honte de se salir les mains avec un travail honnête. Tu as gâché ta vie, a dit ma mère lors des funérailles de Paul, se tenant là dans sa robe de créateur noir alors que je me tenais à peine droite. Maintenant, regarde où cela t'a mené. Mon père m'a prise à part ce même jour pendant que les invités arrivaient encore. Nous paierons l'éducation de Mia, mais seulement si tu reviens vivre à la maison et que tu fais les choses à notre manière. J'ai refusé. Paul avait une assurance vie suffisante pour couvrir les funérailles et quelques mois de dépenses. Je trouverai le moyen de gérer le reste. Je l'ai toujours fait. Après cela, nous voyons mes parents peut-être 4 fois par an. Noël était toujours embarrassant, où il donnait à Mia des cadeaux coûteux accompagnés de sermons sur la façon dont elle pourrait avoir tellement plus si je n'étais pas si têtue. Pâques impliquait de supporter le brunch au club de golf pendant qu'il soulignait à quel point la robe de Mia de chez Target n'était pas appropriée pour un lieu si agréable. Ils ne sont jamais venus à ses pièces de théâtre scolaire ou à ses matchs de football. Ils n'ont jamais appelé juste pour demander comment elle allait. Mais Mia espérait toujours. Les enfants ont cette incroyable capacité à aimer les gens qui ne le méritent pas. À continuer de croire que peut-être cette fois sera différente. Elle leur faisait des cartes pour la fête des pères et la fête des mères, passant des heures à dessiner et à écrire des messages de son écriture soignée. Peut-être que papy mettra celle-ci sur son frigo, disait-elle. J'espérais. Il ne l'a jamais fait. 2 semaines avant son 9e anniversaire, l'invitation est arrivée. Papier cartonné couleur crème et épais avec des lettres gaufrées dorées adressées à Mademoiselle Mia Winters. Mia a passé ses doigts dessus comme si c'était magique. Chère Mia, a-t-elle lu à voix haute. Grand-mère et grand-père demandent le plaisir de votre compagnie pour un dîner d'anniversaire spécial en votre honneur. Elle a levé les yeux vers moi avec une telle joie que cela m'a brisé le cœur. Ils s'en sont souvenus, maman. Ils s'en sont vraiment souvenus. J'ai voulu jeter cette invitation à la poubelle. Chaque instinct me disait que c'était une mauvaise idée. Mais comment pouvais-je regarder le visage de ma fille illuminé de bonheur et lui ôter cela? Elle avait déjà tant perdu. Est-ce que je peux mettre ma robe violette? A demandé Mia, planifiant déjà. Celle avec les fleurs. Et est-ce qu'on peut me boucler les cheveux? Je veux être vraiment jolie pour eux. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit en refoulant mon angoisse. Tu seras magnifique. Le matin du dîner, Mia était debout à 6 heures, trop excitée pour dormir.
Elle m'a aidé à préparer le petit déjeuner, bavardant sur le fait que mamie aurait peut-être un gâteau avec 9 bougies, et que papy lui dirait peut-être enfin qu'il était fier de ses bonnes notes. Elle avait eu d'excellentes notes toute l'année, travaillant si dur sur ses devoirs tous les soirs à notre table de cuisine. Tu penses qu'ils prendront des photos, a-t-elle demandé pendant que je lui tressais les cheveux, tissant des rubans violets dans chaque tresse. Les grands-parents de mon amie Sophie ont des photos d'elle partout dans leur maison. Peut-être qu'ils le feront, ai-je dit, même si je savais que la maison de mes parents n'avait aucune photo de nous. Leurs murs étaient couverts d'art abstrait et de photos de galas de charité, pas de souvenirs de famille. Alors que je l'aidais à enfiler sa robe violette, celle qu'elle avait choisie elle-même chez Target avec l'argent de son anniversaire de l'année dernière, elle s'est regardée dans le miroir et a souri. Je suis jolie, n'est-ce pas, maman? Tu es la plus belle fille du monde, lui ai-je dit, pensant chaque mot. Alors peut-être que ce soir, papy m'aimera enfin, a-t-elle dit doucement. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Aucun enfant ne devrait avoir à gagner l'amour, surtout de sa famille. Mais je me suis forcée à sourire, à garder l'espoir vivant pour juste quelques heures de plus. Je n'avais aucune idée que j'étais en train de conduire ma fille innocente droit dans une embuscade qui allait lui briser le cœur et changer nos vies pour toujours. Nous sommes arrivés au domaine de mes parents à 6 heures précises. L'allée circulaire était pleine de voitures. La BMW de l'oncle Denis, la Cadillac de la grand-tante Dorothy et quelques autres que je ne reconnaissais pas. La maison se dressait comme un monument à leur succès. 3 étages de calcaire et de verre avec des haies parfaitement entretenues et une fontaine crachant de l'eau dans l'air du soir. C'est comme un château, a murmuré Mia, serrant le petit sac cadeau qu'elle avait insisté pour apporter pour ses grands-parents. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main et une pierre peinte qu'elle avait décorée avec les mots « Meilleurs grands-parents du monde » en lettres pailletées. Patricia a ouvert la porte, vêtue d'un tailleur de couleur crème qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Elle a regardé Mia, puis moi, son expression illisible. Vous êtes là. Tout le monde est déjà dans la salle à manger. Pas de bonjour, pas de joyeux anniversaire, pas de câlin pour la petite fille qu'elle n'avait pas vue depuis 3 mois. La salle à manger avait été transformée. Des verres en cristal scintillaient sous le lustre, et la longue table en acajou était dressée avec la porcelaine qu'il n'utilisait que pour les grandes occasions. Mais quelque chose s'est immédiatement senti étrange. Des marque-places étaient disposées à chaque couvert, et le nom de Mia était à l'extrémité de la table, séparé de tout le monde par des chaises vides. « Pourquoi est-ce que je suis assise si loin ?» a demandé Mia, regardant le plan de table. C'est ton siège d'anniversaire spécial, a dit George depuis le bout de la table, sans se lever pour nous accueillir. Il buvait déjà un scotch, ses yeux gris aussi froids que l'hiver. L'oncle Denis s'est levé, ayant au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Salut, la reine de la fête. 9 ans, c'est important. Salut, oncle Denis. Mia s'est égayée, courant pour lui faire un câlin. Lorraine, sa femme, s'est agitée nerveusement sur sa chaise, esquissant un faible sourire. Leurs enfants, Bryce et Tammy, étaient concentrés sur leur téléphone, reconnaissant à peine notre arrivée. La grand-tante Dorothy, assise rigidement sur sa chaise, a tapoté la main de Mia. « Mais comme tu es jolie, ma chérie. » J'ai pris place à côté de Mia, sentant déjà la tension épaisse comme de la fumée dans l'air. Patricia a sonné une petite cloche en argent et des serveurs sont apparus avec la première entrée, un cocktail de crevettes pour tout le monde. Je suis allergique aux fruits de mer, ai-je rappelé tranquillement à ma mère. Oh, j'avais oublié, a-t-elle dit, bien que nous savions toutes les deux qu'elle n'avait pas oublié. Un serveur m'a rapidement apporté une petite salade à la place. George a commencé un de ses monologues typiques sur le marché immobilier, comment il venait de conclure une autre affaire d'1 million d'euros, comment le succès dépendait de faire les bons choix. Bien sûr, a-t-il dit, me regardant directement. Certaines personnes choisissent de travailler dans le commerce et de vivre au jour le jour, mais c'est ce qui sépare les gagnants des perdants. Rachel travaille très dur, a dit Denis doucement. Le travail acharné sans ambition, c'est juste brasser de l'air, a rétorqué George. Mia essayait de suivre la conversation, ses yeux allant des uns aux autres. Maman a été promue gérante le mois dernier, a-t-elle dit fièrement. Elle est la meilleure gérante de tout le magasin. George a ri, un rire laid et dur.
Gérante d'un Target. Quelle prouesse! George, a dit Dorothy avec avertissement, mais il l'a ignoré. Patricia a sonné sa cloche à nouveau. L'heure du plat principal. Les serveurs sont revenus, plaçant des assiettes devant chaque invité avec une précision théâtrale. Filet mignon, parfaitement saisi à l'ail, purée de pommes de terre et asperges grillées. L'odeur était incroyable. Le vin a été versé, même du jus de raisin spécial pour les enfants. Puis je l'ai vu. Un serveur s'approchant avec quelque chose de différent. Une assiette en carton, du genre bon marché que l'on achèterait pour un barbecue dans le jardin. Et dessus, brillant sous la lumière du lustre, se trouvaient des morceaux de pâté pour chien, bruns et humides. De la vraie pâté pour chien, sortie d'une boîte. L'odeur était indéniable lorsqu'elle a atterri avec un bruit sourd devant ma fille. La salle est devenue silencieuse. Même Bryce a levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le sol. George s'est penché en arrière, savourant l'instant. C'est le dîner. C'est ce qu'elle mérite. C'est de la pâté pour chien, ai-je dit, ma voix calme et mortelle, bien que mes mains tremblaient. Oui, ça l'est, a dit Patricia, comme une évidence. Tu n'as pas les moyens de la nourrir correctement avec ton salaire. Alors, nous vous montrons à toutes les deux ce que ton mode de vie fournit réellement. Les chiens de ce quartier mangent mieux que ce que vous vivez. Mia a fixé l'assiette, puis m'a regardé avec des yeux confus et blessés. Maman, pourquoi ils m'ont donné de la pâté pour chien? Parce que, a dit George, s'adressant directement à ma fille maintenant, ta mère est un échec qui ne peut pas subvenir à tes besoins. Voilà où tu vas si elle ne se reprend pas en main. Mange ça ou crève de faim. C'est ton choix. Des larmes coulaient sur les joues de Mia. Mais c'est mon anniversaire. J'ai été sage. J'ai eu d'excellentes notes. Les notes de l'école publique ne veulent rien dire, a dit Patricia, coupant son steak. C'est une leçon de réalité. J'ai regardé autour de la table. Denny avait la tête baissée, la mâchoire serrée. Lorraine tenait sa fourchette si fort que ses jointures étaient blanches. Dorothy avait l'air horrifiée, mais est restée silencieuse. Même les adolescents semblaient mal à l'aise, mais personne n'a dit un mot. Ils sont tous restés assis là, laissant faire. Denny, ai-je dit, ma voix tranchante. Vas-tu vraiment les laisser lui faire ça? Il a levé les yeux, le conflit visible, puis a regardé George. Papa, ça va trop loin. Tais-toi, Denny, ou tu seras rayé du testament, toi aussi. J'ai déjà rayé Rachel. Ne m'oblige pas à ajouter un autre nom. La menace a plané. Denny a détourné le regard. Le lâche a choisi l'argent plutôt que sa nièce de 9 ans. S'il vous plaît, a murmuré Mia, repoussant l'assiette. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es né d'une ratée, a dit George simplement. Mais peut-être que cela motivera ta mère à faire mieux. Je suis resté là pendant un moment qui a semblé une éternité, regardant le visage de ma fille taché de larmes, l'assiette grotesque de pâté pour chien, les 8 adultes qui continuaient à manger leur steak coûteux comme si de rien n'était. Mon père avait un sourire narquois au coin des lèvres, attendant de voir si j'allais exploser, lui donner la réaction qu'il voulait, prouver que j'étais le déchet et l'échec qu'il avait toujours dit que j'étais. Mais quelque chose s'est cristallisé à cet instant. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de Mia, et j'allais gérer cela avec la dignité qu'il pensait que nous ne méritions pas. J'ai calmement fait le tour de la table jusqu'à la chaise de Mia et me suis agenouillée à côté d'elle, essuyant ses larmes avec mon pouce. Mon amour, regarde-moi. Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu es parfaite exactement comme tu es. Mais papy a dit. Papy a tort, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Parfois, les adultes sont cruels parce qu'ils sont brisés à l'intérieur, pas à cause de quelque chose que tu as fait. Nous allons partir maintenant et nous allons aller au McDonald's, ton préféré. Cela te plairait? Elle a hoché la tête, hoquetant à travers ses larmes. Est-ce que je peux avoir un Happy Meal? Tu peux avoir tout ce que tu veux, ma puce. Je me suis levée et j'ai ramassé l'assiette en carton de pâté pour chien. Le sourire narquois de George s'est accentué. Tu vas me la jeter dessus?
Montrer à ta fille la vraie ordure que tu es. Non, ai-je dit doucement, maintenant le contact visuel. J'emporte ceci avec moi. Patricia a ri, un rire aigu et froid. Qu'est-ce que tu vas en faire? L'encadrer? Un monument à tes échecs? Quelque chose comme ça, ai-je répondu, tenant soigneusement l'assiette à niveau pour que rien ne se renverse. J'ai aidé Mia à enfiler son manteau, ses petites mains tremblant pendant que je le boutonnais. La salle est restée silencieuse, à l'exception du bruit des couverts sur la porcelaine. 8 adultes, et pas un seul ne s'est levé pour un enfant. Si tu franchis cette porte, a dit Georges, c'est terminé. Pas d'héritage, pas d'aide, rien. Toi et cette gamine, vous êtes seuls. Nous sommes seuls depuis la mort de Paul, ai-je dit, prenant la main de Mia. La seule différence, c'est que maintenant nous le savons. Alors que nous atteignions l'entrée de la salle à manger, Patricia a appelé, ne vous embêtez pas à revenir. Vous êtes toutes les deux mortes pour nous. Je me suis tournée pour les affronter une dernière fois. Ma mère assise là avec ses perles, mon père avec son scotch, mon frère qui n'osait pas me regarder dans les yeux, et tous les autres qui ont choisi le silence plutôt que de protéger un enfant. Après ce soir, c'est mutuel, ai-je dit. Mais vous devriez savoir quelque chose. Vous n'avez pas seulement aliéné votre fille et votre petite-fille ce soir. Vous avez commis un abus émotionnel d'une mineure devant témoin. Et cette assiette, c'est une preuve. Georges a ri. Tu vas appeler les flics parce qu'on a servi de la pâtée pour chien? Ils vont te rire au nez. Non, ai-je dit, je vais appeler un avocat. Le sourire narquois a finalement quitté son visage. Dans la voiture, Mia s'est effondrée complètement, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je me suis garée sur un parking et je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, son petit corps tremblant contre le mien. Pourquoi est-ce qu'il me déteste tant, maman? J'ai essayé si fort d'être gentille. Mon amour, écoute-moi, ai-je dit, tenant son visage dans mes mains. Cela n'a rien à voir avec toi. Grand-mère et grand-père ont le cœur malade. Ils pensent que l'argent les rend meilleurs que tout le monde, mais ce qu'ils ont fait ce soir prouve qu'ils ne sont pas de bonnes personnes du tout. Mais ce sont la famille, a-t-elle murmuré. La vraie famille ne te blesse pas intentionnellement. La vraie famille te protège et t'aime quoi qu'il arrive. Nous allons nous en sortir sans eux. Je nous ai conduites au McDonald's comme promis, et Mia a eu son Happy Meal, même si elle l'a à peine touché. Puis j'ai pris une décision. J'ai appelé mon amie Janine, une infirmière aux urgences qui nous avait aidés à traverser la mort de Paul. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand elle a répondu. Quelque chose s'est passé ce soir et j'ai besoin de documentation. Nous avons roulé jusqu'à la maison de Janine où elle a pris des photos de l'état émotionnel de Mia, documentant tout pendant que c'était frais. Elle a mesuré le pouls élevé de Mia, a noté ses mains tremblantes, les signes classiques de détresse émotionnelle aiguë chez un enfant. C'est de l'abus, Rachel, a dit Janine doucement pendant que Mia était dans la salle de bain. Cela doit être signalé. Je sais, mais d'abord, j'ai besoin de préserver ceci, ai-je dit, indiquant l'assiette que j'avais soigneusement transportée. Janine m'a aidé à transférer la pâtée pour chien dans un récipient scellé, photographiant chaque étape, créant une chaîne de traçabilité qui tiendrait au tribunal. Nous l'avons étiquetée avec la date, l'heure et les circonstances. Elle a même gardé un échantillon dans son congélateur médical comme sauvegarde. Cette nuit-là, après avoir réussi à endormir Mia, la serrant jusqu'à ce que sa respiration se stabilise enfin, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fait une liste de toutes les personnes qui étaient là. 8 témoins d'abus d'enfants, 8 adultes qui ont choisi le silence. Le lendemain matin, pendant que Mia était à l'école, je suis entrée dans les bureaux de l'avocat Harold Quinton. J'avais fait des recherches approfondies sur lui la nuit précédente, 25 ans spécialisé en droit de la famille, en particulier les affaires impliquant l'abus émotionnel et les dynamiques familiales toxiques. J'ai placé le récipient scellé sur son bureau. Maître Quinton, j'ai besoin de votre aide. Mes parents ont servi de la pâtée pour chien à ma fille de 9 ans lors de son dîner d'anniversaire pendant que 8 personnes regardaient. Ils lui ont dit de la manger ou de mourir de faim. Harold a ouvert le récipient, a examiné le contenu, puis m'a regardé avec de l'acier dans les yeux. Ceci va devenir la pièce à conviction, a-t-il dit.
Et nous allons leur faire payer ce qu'ils ont fait à cette petite fille. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience bondée, vêtue de ma meilleure robe, la seule que je possédais qui pouvait passer pour professionnelle. Mia était en sécurité à l'école, protégée par une ordonnance d'éloignement qu'Harold avait obtenue dans les jours suivant ce dîner d'anniversaire. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée avec leur équipe de 3 avocats. Patricia portant ses diamants et George dans son costume à 1000 €, croyant toujours que leur argent ferait disparaître cela. Ils avaient commis une erreur critique. Lorsque j'ai déposé la demande d'ordonnance d'éloignement et poursuivi pour l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, ils avaient contre-attaqué pour obtenir des droits de grands-parents, affirmant que je les éloignais de Mia. Cela a ouvert la porte à ce que tout devienne public. Harold s'est tenu devant le jury, sa présence imposant dans la salle. Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement un conflit familial. Il s'agit de 8 adultes qui ont regardé une fillette de 9 ans se faire servir de la pâtée pour chien lors de son dîner d'anniversaire et n'ont rien fait. L'avocat de la défense, un homme rusé nommé Richardson, a immédiatement objecté. Votre honneur, c'est incendiaire. C'est aussi vrai, a répliqué la juge Martinez. Objection rejetée. Harold a appelé Denny à la barre en premier. Mon frère avait l'air plus vieux, usé par la culpabilité. Sous serment, il ne pouvait plus se cacher derrière sa peur. Dites-nous ce qui s'est passé le 15 mars, a dit Harold. La voix de Denny était à peine audible. Mon père a servi de la pâtée pour chien à ma nièce pendant que nous mangions tous du steak. Est-ce que quelqu'un a essayé de l'arrêter? Non, a admis Denny, la voix cassée. J'aurais dû, mais il a menacé de me rayer du testament. J'ai été un lâche. J'ai choisi l'argent plutôt que ma nièce et je le regretterai pour le reste de ma vie. Lorraine est passée ensuite, des larmes coulant sur son visage avant même qu'elle ne prête serment. Je n'ai jamais rien vu d'aussi cruel fait à un enfant, a-t-elle témoigné. Mia est restée assise là, pleurant, demandant ce qu'elle avait fait de mal. Cela me hante. J'aurais dû me lever, enlever cette assiette, mais j'étais terrifiée par George. Même la grand-tante Dorothy a témoigné, sa voix âgée tremblante mais claire. Je connais George depuis 70 ans. Je l'ai vu être impitoyable en affaires, mais ce qu'il a fait à ce bébé était diabolique. Purement diabolique. Mais le moment qui a tout changé est venu quand Harold a présenté la pièce à conviction à « Votre honneur », a-t-il dit, j'aimerais présenter l'assiette réelle de pâté pour chien qui a été servie à Mia Winters. Il a sorti la preuve préservée, exactement telle qu'elle avait été cette nuit-là. La salle d'audience a halté collectivement. Une jurée, elle-même grand-mère, a couvert sa bouche d'horreur. Un autre homme a secoué la tête de dégoût. C'est ce que George et Patricia Winters ont jugé approprié de servir à leur petite fille, a dit Harold, la brandissant. Des morceaux de pâté pour chien sur une assiette en carton pendant que tout le monde mangeait des steaks à 50 € sur de la porcelaine fine. Richardson a essayé de minimiser. Votre honneur, ce n'était qu'une tentative malheureuse d'enseigner une leçon sur la responsabilité financière. Harold a rétorqué. Demandons à Monsieur Winters ce qu'il pense de cette leçon. George a pris la barre avec son arrogance habituelle intacte. Il a redressé sa cravate et a regardé le jury comme s'il s'apprêtait à conclure une affaire. C'était destiné à motiver ma fille à mieux subvenir aux besoins de son enfant, a-t-il dit doucement. Dites-moi, Monsieur Winters, a dit Harold, s'approchant lentement. Quelle marque de pâté pour chien était-ce? George a chancelé. Je ne me souviens pas, Harold a brandi la boîte, que j'avais récupérée de leur poubelle cette nuit-là lorsque j'étais revenu avec une escorte policière. Morceau de bœuf en sauce. Marque générique. Le moins cher disponible. Vous avez nourri votre petite fille avec la pâtée pour chien la moins chère pendant que vous mangiez du filet mignon de première qualité. Est-ce que cela faisait partie de la leçon? Elle a besoin de comprendre les conséquences, a dit George, son calme se fissurant. Conséquences de quoi? Être né d'une mère veuve, avoir d'excellentes notes à l'école publique, avoir 9 ans. Sa mère a choisi la pauvreté, a claqué George, son vrai moi se montrant enfin. Elle a épousé quelqu'un en dessous de sa station. Alors vous avez puni l'enfant pour le choix de mari de la mère. Patricia a pris la barre ensuite, portant toujours ses perles,
croyant toujours qu'elle était intouchable. Harold était prêt pour elle. Madame Winters, avez-vous des animaux de compagnie? 2 caniches, a-t-elle répondu prudemment. Que leur donnez-vous à manger? Patricia a hésité, réalisant le piège. De la nourriture biologique haut de gamme. Plus cher que ce que vous avez servi à votre petite fille. Ce n'est pas la même chose. Vous avez raison, a convenu Harold. Vos chiens sont traités avec plus de dignité que celle que vous avez montrée à votre petite fille de 9 ans le jour de son anniversaire. Harold a ensuite présenté la documentation médicale de Janine, montrant la détresse émotionnelle aiguë de Mia cette nuit-là. Il a lu les rapports de thérapie qui détaillaient ses cauchemars, sa nouvelle peur de manger chez d'autres personnes, son anxiété constante d'avoir fait quelque chose de mal pour mériter un tel traitement. Dans sa plaidoirie finale, Harold s'est tenu devant le jury, les larmes aux yeux. 8 adultes étaient assis à cette table. 8 adultes ont regardé une petite fille se faire servir de la pâtée pour chien le jour de son anniversaire. 8 adultes l'ont entendu demander ce qu'elle avait fait de mal. Et pas un seul d'entre eux ne s'est levé pour elle. Pas un seul n'a dit « c'est mal ». Ils ont choisi leur confort, leur héritage, leur peur de la confrontation plutôt que de protéger un enfant innocent. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être les adultes dont Mia avait besoin cette nuit-là. Vous avez la chance de dire définitivement qu'aucune richesse ne vous donne le droit de torturer émotionnellement un enfant. Le jury n'a délibéré que pendant 2 heures. Quand ils sont revenus, le porte-parole s'est levé avec conviction dans la voix. Nous nous prononçons en faveur des plaignantes. Nous accordons à Rachel et Mia Winters 450 000 € de dommages et intérêts pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. George a bondi. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas, monsieur Winters, a dit la juge Martinez froidement. En 30 ans sur le banc, je n'ai jamais vu une cruauté aussi calculée envers un enfant de la part de membres de sa famille. La décision du jury est maintenue. Et si vous vous approchez à moins de 150 mètres de votre petite fille à nouveau, vous serez tenu pour outrage. Le verdict n'était que le début. Dans les 48 heures, l'histoire a fait la une des journaux locaux. Un couple millionnaire sert de la pâtée pour chien à sa petite fille lors de son dîner d'anniversaire est devenu le titre que personne ne pouvait ignorer. Les partenaires commerciaux de George ont commencé à appeler, non pas pour le féliciter pour sa dernière affaire, mais pour mettre fin à leur contrat. L'un d'eux, un homme nommé Robert, qui avait lui-même des petits-enfants, lui a dit directement « Je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un capable d'une telle cruauté ». Le monde social soigneusement construit de Patricia s'est effondré comme du papier de soie sous la pluie. Le conseil d'administration du Country Club a tenu une réunion d'urgence et a voté à l'unanimité la révocation de leur adhésion. Son organisation caritative lui a envoyé des lettres polies lui demandant de démissionner de leur conseil. La femme qui avait passé des décennies à bâtir sa réputation de philanthrope est devenue persona non grata du jour au lendemain. Même son salon de coiffure bien-aimé a appelé pour l'informer qu'ils étaient malheureusement complets indéfiniment. 3 semaines après le verdict, l'oncle Denny s'est présenté à notre appartement. Il avait l'air brisé, vieilli de 10 ans en 6 mois. Mia était à l'entraînement de football, et j'ai failli ne pas le laisser entrer. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, a-t-il dit, debout dans mon petit salon qui valait moins que sa montre. Mais j'ai besoin de faire quelque chose pour arranger ça. Je mets en place un fonds d'études pour l'université pour Mia. Une prise en charge complète pour n'importe quelle école qu'elle voudra. C'est déjà fait. Fiducie irrévocable, entièrement sous ton contrôle. J'ai étudié mon frère, l'homme qui avait choisi l'argent plutôt que la dignité de ma fille. Pourquoi maintenant? Parce que je ne peux pas dormir, a-t-il admis, des larmes coulant librement. Chaque nuit, je vois son visage, je l'entends demander ce qu'elle a fait de mal. Mes propres enfants ne me parlent plus. Tammy m'a demandé pourquoi je n'avais pas protégé Mia, et je n'avais pas de réponse. Bryce m'a traité de lâche, et il avait raison. Tu as été un lâche, ai-je dit simplement. Mais tu peux changer cela. Tu peux faire partie de la vie de Mia, Denny, mais seulement si tu promets de toujours la défendre, quoi qu'il arrive. Peu importe qui te menace ou ce que ça coûte. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je promets que je ne serai plus jamais cette personne. Et il a tenu cette promesse.
Denny est devenu l'oncle que Mia méritait, se présentant à chaque match de football, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque réussite. Il a tenu tête à quiconque disait du mal de nous, y compris à son propre père. Quand George a tenté de se réconcilier un an plus tard, la tentative est passée par un avocat, une lettre formelle demandant une médiation. Il voulait voir Mia, prétendait avoir changé, qu'il comprenait maintenant ce qu'ils avaient fait de mal. J'ai regardé cette lettre pendant longtemps, puis je l'ai montrée à Mia, qui avait maintenant 10 ans et suivait une thérapie pour gérer ce qui s'était passé. « Tu veux les voir ?» lui ai-je demandé. Elle y a réfléchi sérieusement, puis a secoué la tête. « Ils ne sont pas désolés de l'avoir fait, maman. Ils sont désolés que tout le monde l'ait découvert. C'est différent. » Ma fille de 10 ans comprenait quelque chose que mes parents ne comprendraient jamais. Le vrai remords exige de reconnaître le mal que vous avez causé, pas seulement les conséquences que vous avez subies. J'ai jeté la lettre à la poubelle sans répondre. Les 450 000 € ont été placés dans une fiducie pour l'avenir de Mia. Soigneusement gérée et fructifiée. Mais l'argent n'a jamais été la vraie victoire. La vraie victoire est arrivée un an plus tard, pour le 10e anniversaire de Mia. Nous avons fait une petite fête dans notre appartement, juste Janine, Denny et sa famille, et quelques amis d'école de Mia. Pas de manoir, pas de verre en cristal, pas de traiteur coûteux, juste un gâteau fait maison que Mia et moi avons décoré ensemble, de la pizza de son endroit préféré, et des gens qu'il aimait vraiment. Alors qu'elle soufflait ses bougies, Mia s'est soudainement arrêtée et m'a regardée. « Maman, est-ce que je peux dire quelque chose ? » « Bien sûr, ma chérie. » Elle s'est levée, s'adressant à tout le monde dans notre petit salon. L'année dernière, mes grands-parents ont essayé de me faire manger de la pâtée pour chien le jour de mon anniversaire parce qu'ils pensaient que nous étions pauvres et sans valeur. Mais regardez autour de cette pièce. Tout le monde ici m'aime pour qui je suis. Nous n'avons peut-être pas une grande maison ou des voitures de luxe, mais nous avons quelque chose que mes grands-parents n'auront jamais. Nous avons une vraie famille. Nous avons de l'amour qui ne vient pas avec des conditions ou des étiquettes de prix, et cela fait de nous les personnes les plus riches du monde. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Denny l'a serré si fort que j'ai cru qu'il ne la lâcherait jamais. Janine a commencé la chanson « Joyeux anniversaire » et tout le monde l'a rejointe. Les voix remplissant notre petit appartement avec plus de chaleur que le manoir de mes parents n'en a jamais contenu. Plus tard cette nuit-là, alors que je bordais Mia dans son lit, elle a dit quelque chose qui reste avec moi chaque jour. « Maman, j'ai de la peine pour grand-mère et grand-père. Ils ont tout cet argent, toutes ces choses sophistiquées, mais personne qui les aime vraiment. Ils vont mourir seuls dans cette grande maison, et personne ne s'ennuiera d'eux. Mais quand nous mourrons, les gens se souviendront de la façon dont nous les avons aimés. C'est ça qui compte vraiment, n'est-ce pas ? » « Oui, mon amour, ai-je dit, embrassant son front. C'est exactement ce qui compte. Certains ponts sont faits pour rester brûlés. Certaines assiettes de pâté pour chien deviennent des preuves qui vous libèrent. Et parfois, la famille qui vous rejette parce que vous n'êtes pas assez riche ne fait que vous ouvrir la voie pour trouver les gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Mes parents pensaient qu'ils donnaient une leçon de conséquence à Mia cette nuit-là. Ils avaient raison, juste pas de la manière qu'ils l'entendaient. Ils lui ont appris que la cruauté a des conséquences, que s'opposer à l'abus est toujours le bon choix, et que la dignité n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter ou enlever. Ils lui ont appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais dans le courage de protéger ceux que l'on aime, même si cela signifie se tenir seul contre des gens qui pensent que leur argent les rend intouchables. Plus important encore, ils nous ont appris à toutes les deux que la famille n'est pas une question de sang, d'héritage ou de nom de famille. C'est une question de qui se montre, qui prend position et qui refuse de laisser un enfant croire qu'il mérite moins que l'amour.